S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Hello Bank Pro, la banque digitale du groupe BNP Paribas qui accompagne les indépendants. Vous le savez, c'est désormais officiel, les factures papier ou les PDF simples, c'est fini. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facture électronique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ça tombe bien. Parce qu'avec Hello Bank Pro, vous bénéficiez d'une solution clé en main, simple et sécurisée, qui vous fait gagner en productivité et vous permet d'être conforme aux exigences de la nouvelle réforme. Vous pouvez gérer vos factures clients, vos factures fournisseurs, vos notes de frais, vous pouvez piloter votre trésorerie et bien plus encore, et tout ça, c'est inclus dans l'offre Hello Bank Pro. Alors si vous voulez anticiper sereinement la facturation électronique et gagner du temps en gérant vos factures au même endroit que votre compte professionnel, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site Hello Bank Pro, je vous ai mis le lien en description. Encore merci à Hello Bank Pro de nous soutenir dans notre mission, inspirer un max de personnes à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis hyper heureux de recevoir l'entrepreneur le plus jeune à mon micro. Non, je te jure. Le plus jeune ? Le plus jeune que j'ai reçu ever. Et c'est pour ça que je suis encore plus impressionné, mais tu le sais déjà, je vais pas commencer à te tarir d'éloges. Bon, raconte, cher Marco, quel âge as-tu ? J'ai eu 22 ans il y a quelques mois. Donc ouais, assez jeune, mais bon, je suis pas non plus le meilleur entrepreneur de France. Après, j'ai la chance de faire quelque chose qui me passionne, c'est déjà ça. Ah putain, c'est drôle, j'avais une autre intro où j'allais dire je suis très content de recevoir quelqu'un qui vit de sa passion. Spoiler, c'est pas le cinéma ta passion. Non. D'accord, on va en parler, raconte que tu nous présentes et pour que les gens comprennent, t'as commencé à 13 ans, on va en reparler de ça. Qu'est-ce que t'as monté ? Du coup, j'ai créé un média sur les réseaux sociaux qui s'appelle On Time, qui est aujourd'hui un média d'interview culture. Donc j'interviewe beaucoup effectivement d'acteurs dans le cinéma, mais aussi des humoristes, des artistes. Voilà, mon but c'est vraiment donner la parole à ces gens-là et peut-être sur un ton un peu plus jeune, un peu plus décontracté, où ils se sentent à l'aise, qui est pas formaté quoi comme on peut voir habituellement. Et donc voilà, effectivement j'ai commencé très jeune. Bon, à l'époque, je viens d'Auvergne, hein, dans une petite ville à côté de Clermont-Ferrand. C'était pas du tout des stars que j'avais, on est bien d'accord. Mais je rêvais de stars. Je rêvais pas de cinéma, mais je rêvais d'interviewer des stars. J'étais attiré par ce milieu, quoi, tu vois. Tu voulais, quand tu dis interviewer, tes rôles modèles, c'était des intervieweurs, des journalistes quand t'étais petit ? Ouais, moi c'était Laurent Delahousse, mon modèle. Arrête, comme par hasard, le gars lui ressemble, il s'est dit let's go, quoi. C'était la mèche, tout le monde disait t'as la mèche, c'est déjà ça, mais tu sais, il me prêtait de haut, t'as la mèche, bon. Déjà jeune, à 13 ans, 14 ans, tu disais ça ? Ah oui, non mais juste la mèche, hein, pas le talent, là. Juste toi tu t'es dit je vais rentrer dans le perso. Ouais. Tu l'as rencontré, Laurent ? Pas encore, mais quand je l'interviewerai, la boucle sera bouclée. J'essaye chaque année, hein. Pour l'instant je l'ai pas eu. Ah, t'as tenté ? Ouais, mais il refuse énormément. Mais Attends, ouais. Première interview à 13 ans, donc 8 ans, 9 ans plus tard, t'as refusé un job chez C'est à vous, et spoiler, tu seras chez eux cet après-midi, tu peux me raconter, est-ce que c'est la consécration de 8 ou 9 ans de dur labeur, peut-être, autoproduit dans ton coin ? Oui, non, mais parce qu'en fait, au début, ça restait un hobby, en fait, cette chaîne YouTube, ce média d'interview. Et puis après, j'ai vu que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on poste 3 à 4 vidéos par jour. C'est devenu en fait un vrai média quoi dans l'écosystème. Donc, et moi, j'ai plein d'ambitions pour On Time. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, quand là, effectivement, je suis en stage de fin d'études à C'est à vous, là, j'ai fait le SCP. Du coup, c'est pas que je refuse, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas ma priorité, effectivement, de continuer après mon stage. Je veux vraiment être à 100% sur mon média pour être complètement à fond dessus parce que j'ai plein de projets. Il y a 3 ans, C'est à vous, t'aurais proposé un job. C'était inespéré pour toi ou au contraire, on s'en rend pas compte, mais t'avais déjà passé ces paliers et ces nouvelles ambitions ? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment venu petit à petit.
Tu vois, step by step. Souvent, on me dit, mais attends, mais lui, il doit forcément être pistonné. C'est forcément le fils caché de Guillaume Canet, Marion Cotillard, celui-là. Comment il fait pour avoir toutes ces stars alors que c'est personne? Mais c'est que, mec, j'ai commencé il y a 8 ans. Je suis sur toutes les interviews cinéma. J'ai tout accepté au début, mais pour me faire une petite place dans ce milieu, avoir la confiance des attachés de presse, qui est hyper important. Donc, ça a pris du temps, tu vois. 2013, première interview. Attends, non, 2017 déjà. 2017, 13 ans, excuse-moi. Ouais, putain, t'avais 4 ans en 2013. Non, je rigole. Non, ma seule question toute simple. Cet après-midi, tu vas chez C'est à vous? Ouais, c'est ça. C'est qui les guests? Là, aujourd'hui, c'est Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, le gars qui lui donne un style ricain. Raconte-moi, tu l'as déjà reçu? Ouais, je l'ai déjà reçu. Il sait que tu seras là ou pas forcément? Alors non, il sait pas. Et à chaque fois, ils sont surpris. C'est quoi la réaction? Ouais, je suis curieux. Bah, tu vois, à la fois, il y avait José Garcia devant sa loge qui arrive, et je vois qu'il fait Oh, comment tu vas? Comme ça, ou comment tu vas? Moi, je me retourne, je lui parle à quelqu'un d'autre et tout. Il me dit non, Marco et tout, viens. Et en fait, il me suivait sur Insta, il me dit mec, mais j'adore tes interviews, qu'est-ce que tu fous là en fait? Je comprends pas. Et à chaque fois, les acteurs et les attachés de presse, ils sont en mode mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là, Marco? Tu travailles ici et tout. Ils sont surpris parce que ils me voient publier des interviews tous les jours et ils se disent qu'est-ce qu'ils foutent en stage? Et en fait, ouais, bon, c'est marrant, c'est anecdotique, mais c'est bien vu, c'est à vous, tu vois. On reste dans le même mais au-delà paysage. de ça, moi, je veux dire, c'est des gens que tu rêvais d'interviewer quand t'étais plus jeune. Tu l'as pas expliqué, monsieur est trop humble, mais c'est quand même C'est à vous qui est venu te chercher et qui t'a demandé pour une ambition d'être plus présent sur les réseaux. Au-delà de C'est à vous, t'as ces artistes, ces talents qui te reconnaissent et je les vois dans les vidéos qu'il y a une affection pour toi. Toi, dans ta valeur, ça te renvoie quoi? Est-ce que ça te fait péter toutes les barrières mentales en te disant j'ai pas du tout besoin même au final d'un diplôme de journalisme, je viens avec ma patte qui est différente de ce qui existe et j'arrive à faire mon créneau, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que quand tu fais les interviews sur les réseaux sociaux, ça t'arrive aussi. T'as du mal à réaliser ce que les gens peuvent ressentir en vrai. Tu vois l'impact que ça a vraiment. Est-ce que c'est vraiment vu? C'est des vues, mais on a l'impression que c'est parfois un peu superficiel. Et quand les gens te le disent en vrai, quand parfois il y en a, ils m'arrêtent dans la rue ou qui me disent Mais non. mais si, c'est déjà arrivé, et qui te, surtout aux événements, c'est les avant-premières, le festival de Cannes, et qui disent mec, je regarde toutes tes interviews, ça change, ça m'a donné J'adore envie ce d'aller que voir tu tel fais. film. Non mais tu sais, ça fait tellement plaisir quand c'est des personnes qui te le disent en vrai, tu vois. Et pour répondre à ta deuxième question qui était Putain, même moi, je l'ai oublié, mais c'était un petit peu l'idée de me dire tous ces retours-là, qui, en fait, Oui. tu nous le dis clairement, c'est les retours physiques plutôt que les vues qui te confortent tous les jours de te dire, OK, je suis au bon endroit et Ouais, au c'est bon ça. moment et je vais continuer. On va revenir sur tes ambitions juste après. Moi, je veux revenir dans la tête du petit Marco de 13 ans. Déjà, est-ce qu'il était bon à l'école? Ouais, t'étais bon? Ouais, il était très sérieux le petit Marco. à Ah l'école. ouais? Ah ouais, non, toujours très sérieux, dans les 16, 17 de moyenne. Ça- C'était jamais le premier, mais dans le top 5, je dirais. Ok. C'était quoi ton ambition? T'avais déjà ce truc du journalisme à l'époque, malgré Ouais. que ce soit un petit hobby à côté? Ouais, pour moi, c'était présentateur de JT. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Hein. Moi, c'était Laurent Delahousse, c'était présentateur de JT ou rien. Donc, j'ai fait mon stage de troisième à France 3. Après, j'ai fait plein de stages, alors que c'était pas obligatoire. En seconde, en première, en l'été de troisième, dans plein de télé, parce que je voulais tout savoir et je voulais pratiquer. Alors, je servais les cafés, mais j'étais là-dedans. Ouais, mais ouais, c'est ça, tu les vois au réel et du coup, Ouais. tu peux potentiellement t'y identifier. Je veux juste comprendre une chose, j'en parlais il y a pas si longtemps. J'ai du mal à comprendre, j'aimerais que toi tu m'expliques tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, un des kiffs, ce serait de présenter un JT pour toi? Absolument pas. Ah Alors, non, c'est C'est quoi la diff avec ton métier? Bon, aujourd'hui en plus Wow, d'entrepreneur, wow. mais de journaliste. Je comprends pas que l'aspiration des journalistes, le game final, soit de présenter un JT. Moi, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est un comprends. métier différent. C'est complètement différent, mais ça après c'est que ça fait fantasmer animateur. Mais quand tu grandis, tu comprends qu'en fait t'es pas sur le terrain, t'es tout seul sur ton plateau, tu lis un prompteur que d'autres gens ont préparé. Parfois, tu prépares l'émission quand Non, même mais avec ton équipe. Mais bien sûr, mais je trouve que ça manque le côté terrain, rencontre. Et souvent ils le disent, les animateurs que j'ai pu rencontrer, là j'ai pu faire avec Nico Saliagas ou Faustine Bollert, et ils me disent mais en fait c'est un métier hyper solitaire. Et eux ils demandent qu'à faire des émissions à plusieurs animateurs ou des talks parce qu'ils ont besoin de cette énergie, tu vois. Oui, c'est vrai que ça doit être dur d'être tout seul tout le temps. Et pour autant, j'ai encore une fois l'impression que tu fais une école de journalisme, toi? Ou J'ai fait 3 ans d'école de journalisme, ouais. t'en entends ces ambitions de vouloir faire un JT un jour? C'est un peu le Graal de tous les étudiants en première année ou pas forcément? Quand ils arrivent, oui, mais on dit de pas le dire.
Ah ouais? C'est comme quand les gens ils disent oui, j'aimerais être chroniqueur chez TPMP. On me disait c'est surtout le truc que tu dis pas. Et Nick, tu veux être journaliste sportif. C'est les deux trucs qu'il faut pas dire. Pourquoi? Parce que C'est mal vu. pour les journalistes, il faut être journaliste de société, d'actualité, au sens noble du terme, tu vois. Et donc tout ce qui est de l'ordre du chroniqueur, de l'entertainment, un petit peu, c'est mal vu. Et de l'animateur, d'animation aussi. Est-ce que tu dirais que tu as réussi à foutre ta singularité dans ton job qui était totalement anti-code du métier et que grâce à YouTube, grâce à Internet, on t'a accepté, ce qui aurait peut-être pas été le cas 20 ans avant? Ah oui, mais ça a pris du temps, hein. Ça a pris, raconte entre la Énormément première de temps. interview et le moment où tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Il se passe combien de temps? En fait, du coup, je lance en août 2017, j'ai 13-14 ans, je suis en quatrième, et je me dis tous les mois, le 15 du mois, je vais publier mon émission, mon JT avec mon interview. Je sais que je veux pas rater une seule émission. Tous mes premiers invités, j'ai galère à les avoir. Parce que je viens de Rion, mes invités sont un agent immobilier, un agriculteur. Ce sont ça mes premiers invités, des amis de mes parents, médecins, ophtalmo. Quel genre de profil à chaque fois? De tout. Le seul truc que je peux avoir, vraiment, je prends toutes les interviews que les gens qui peuvent accepter de passer derrière, qui était l'iPhone de ma mère, parce que j'avais pas le droit encore d'avoir un téléphone en quatrième. Donc voilà comment ça se passe au début. Et puis après, première interview qui a été un peu un déclic, premier acteur, c'est ma mère qui me dit, mais tu sais qu'il y a un acteur des choristes qui est à l'école, là, où on est. Je lui dis, ah ouais, parce qu'on est fan des choristes. Et en fait, c'est celui qui joue le rôle de Mondain, donc le méchant dans le film. Le rouquin. Le rouquin, qui a effrayé toute une génération. Ah, mais j'allais dire, moi, c'est ma génération, les choristes. Ça nous a bouleversé comme film. Mais toi, tu avais cette ref déjà quand t'as grandi? Ouais, carrément. Ah, c'est un c'est des fou. premiers films qu'on m'a montré. Et ça s'est passé comment avec lui? Vous l'avez fait tous, cette interview? Bah, du coup, ma mère, elle lui en parle à l'école. Il se ramène, il vient dans notre cuisine. D'ailleurs, tu vois en fond, tu vois le Thermomix, t'entends les trois frères passer dans le salon. Et ça se passe super bien. Et l'interview, elle cartonne, elle fait 350 000 vues sur YouTube, tu vois. C'est la première fois que tu passes de quelques milliers de vues à vraiment un gros Je passe truc, de là? 300 vues à 350 000. Comment tu l'expliques? Juste la notoriété? Parce que les gens, ça les intéresse trop de savoir qu'est-ce qui est devenu le méchant des choristes 20 ans plus tard. Il est Non, mais devenu c'est vrai, quoi? c'est la première fois qu'il faisait ça. Déjà, il est devenu quoi? Et surtout, je suis curieux de comprendre. Là aussi, il a kiffé l'interview? Il a kiffé, puis surtout, ça faisait 20 ans, il en avait pas fait. Enfin, il l'avait peut-être jamais fait. Et donc, je pense qu'il a pris plaisir à parler à un petit jeune qui lui pose ces petites questions. Et ça a intéressé les gens. Aujourd'hui, comme il travaille chez Volvic, dans les eaux de Volvic. Ok. Et il a pu continuer à faire d'autres films, mais il est hyper épanoui dans son métier actuel, tu vois. Ah, c'est trop drôle. Tu t'arrives à te souvenir. J'essaie de capter ta patte, Marco. Et je pense pas que tu y réfléchisses quand t'as 13-14 ans, tu vois. Il y a aussi des choses qui sortent par instinct. Il y a peut-être une question ou des thématiques qui ont ressorti de cette interview qu'au final t'as gardé parce que t'as compris que c'est ça qui intéresse les gens. Ouais. Bah, juste, qu'est-ce qu'est devenu cette personne? Je l'ai beaucoup fait pour le film Nos Jours Heureux. Je sais pas si tu l'as vu, Nos Jours Heureux. Oui, et j'ai vu l'interview. Je crois que c'est la Lola ou Elle joue le rôle de Camille. Non, de Camille. Ouais, bon, la meuf trop fraîche de la colo. Ouais, c'est Ouais, ça. je vois très très bien. J'avais fait aussi Arthur Mazet qui joue Guillaume, celui qui a les cheveux longs pour ceux qui voient. Qui joue de la guitare là. Qui joue de la guitare. Ouais. J'en ai fait d'autres aussi qui jouent le rôle d'adulte. Et je trouve ça trop intéressant de voir ces personnes, qu'est-ce qu'ils deviennent. Pareil pour les Kids United, j'avais fait des membres des Kids United. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est quoi ça, Kids United? Tu connais pas? On écrit sur les murs. On écrit sur les murs. Putain, j'ai pas la Ah, ref. c'est pas ta gêne. Je suis peut-être. trop vieux Ah, ou merde. trop jeune? Je me rends pas compte. Enfin, je suis sûr que les gens les connaissent. C'est moi qui suis un culte après, désolé. Mais ok, raconte un petit peu la suite. T'as ces 350 000 vues sur cette interview. Est-ce que du jour au lendemain, tout le monde commence à te répondre ou à te solliciter même ça? Non. Bah, à ce moment-là, j'ai 15 ans, 16 ans. Je suis pas du tout pris au sérieux. Et même, en général, YouTube, Instagram, TikTok est pas du tout pris au sérieux. Ouais, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Mais il y a 10 ans. Non, un peu moins quand même, mais Ouais, ok, 2018-2020, c'est ça? ouais, que tu dis? c'est ça. Ok. En mode, J'oublie à quel point t'es jeune, merde. non, mais c'est à ce moment-là, non, c'est pas du tout bien considéré. TikTok, moi, ça explose pendant le confinement. Je gagne peut-être 100 000 abonnés en 2 mois pendant le confinement. Ok, énorme. Parce que ça explose à ce moment-là en général. Tous les journalistes peuvent pas trop faire de contenu sur le terrain. Moi, je fais mes interviews en visio à ce moment-là. Je rencontre, mais du coup, mes premières personnes un peu stylées, parce que comme ça, en visio, ils acceptent. Je fais un astronaute, je fais un membre du GIGN, Comment tu les as, ces gens? je leur envoie sur Insta.
En direct Ouais, en direct. Et les gens, en général, ils sont flattés. Tu vois, tu leur demandes de parler d'eux. Ils sont chez eux, ils ont rien à faire pendant le confinement. Bah, ils sont flattés, en vrai. Quand tu dis ils sont flattés, est-ce qu'ils ont une posture de vouloir retransmettre ou est-ce que ils ont l'impression que tu viens flatter leur ego et que tu viens faire la promo de toutes leurs œuvres peut-être? Tu vois, c'est quoi la posture qu'ils ont? Je pense qu'il y a un mix des deux, mais il y en a beaucoup, c'est dans la transmission, parce qu'aujourd'hui, ils ont pas besoin de toi. Et ils sont plus... En plus, moi, je m'intéresse à des gens qui ont des choses à raconter. Et ils se disent, ce mec, il parle aux jeunes. Je n'ai jamais fait d'interview pour un média sur TikTok. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a un ton qui peut être intéressant. Ok, ils checkent que t'es sérieux, C'est ça. mais ils vont pas te demander quelles sont tes vues, etc. Non, pas du Non, tout. ils sont... Mais, Ok. mais Moi, c'est ce que des je gens voulais qui dire, sont sympas de nature. Ils me donnent ma chance. C'est plus... et c'est une agréable surprise, non? Par un moment de voir des gens qui sont, et puis on va en parler, parce qu'aujourd'hui, Monsieur L06, on va en parler de beaucoup de gens, mais en fait, les gens, ils veulent retransmettre de manière générale. aux jeunes, Ouais. en fait. Et c'est ça qui les intéresse. C'est de pas avoir juste un interrogatoire qu'on peut retrouver dans des interviews classiques, mais ce côté échange avec un jeune de 17 piges qui est juste un petit peu avec ses questions naïves, une petite curiosité pas malsaine du tout, mais juste... Même l'imperfection, quoi. Le manque de professionnalisme par moment. Mais on adore voir aujourd'hui les jeunes poser des questions. Je sais pas si tu connais le format... comment ça s'appelle? Pas les pitchouns. T'as déjà vu ou pas? Ouais, bien sûr. Bah, Podcast. ils enregistrent chez Podspace Ouais. également. Mais oui, Mais avec... c'est trop intéressant de voir ces questions des jeunes, tu vois. Et les réactions aussi Ouais. je trouve, des invités tu parles pas de la même manière, même à un Marco de 20 ans et à un Marco de 13 ans, je pense. Non. Moi, je voulais comprendre une chose, comment la sauce a prise, et en fait, tu es en train d'expliquer que évidemment il y a eu des vues, mais en fait, c'est dû à toi. Tu as envoyé beaucoup de messages avant de rentrer dans les petits papiers des grosses agences. Ouais. Tous les Aujourd'hui, jours. tu es un des médias qui a un tapis rouge sur tous les plus gros films, on est d'accord? Oui, parce qu'en fait, ça a pris du temps, mais une fois qu'après le confinement, j'ai eu beaucoup d'abonnés sur TikTok, les attachés de presse ils ont commencé à se dire, mais attends, mais ce petit jeune qui nous envoie des mails tous les jours là depuis 3 ans, ça commence à bien prendre. En fait, c'est un moyen de toucher les jeunes, parce que les jeunes, ils lisent plus les journaux, ils écoutent plus la radio, ils regardent plus la télé. Comment on peut les toucher, nous, pour faire venir un film? Bah, il faudrait aller sur un média TikTok. Donc les RP, c'est de la strat et des stats, alors que les invités, Complètement. c'est de l'émotion presque et de C'est la ça. sensibilité. Tu le vois à ce moment ou pas? Je sais qu'on en avait parlé en off, qu'au début, ils te donnent pas les films de première classe, mais que, c'est quoi? C'est des retours sur chaque épisode, chaque interview, où tu vois que les stats augmentent. Moi, j'ai des images, j'ai vu le nom, je crois qu'il y a Benjamin Voisin. C'est un festival peut-être de l'Alpe d'Huez en tout cas, et ça pète ou je sais plus quoi, mais où il parle de paix. Ah oui, non mais oui, il y a des... Elle est hilarante cette interview par exemple. En plus, ça a été repris par C'est à vous. Je me souviens l'année dernière, Pierre Lescure qui diffuse cette séquence. Ouais. Ça, trop c'est marrant. Est-ce que ça, ça t'a permis d'aller encore plus haut et là, genre, limite, tu sources même plus, t'as plein de gens qui te contactent? Bah aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, je reçois peut-être 20 propositions d'interview par jour, Arrête. mais je peux en accepter qu'une grand max. J'ai ce luxe de faire un choix. Et c'est les attachés de presse aujourd'hui qui insistent. Tu vois, quand je dis non, ils me disent non, mais s'il te plaît, Marco. Et souvent, on fait des deals. Ils me disent si tu acceptes de faire cette interview pour ce film, on te filme notre prochain où il y a telle star. Tu vois, c'est des deals parce que il y a très très peu de médias web qui parlent un peu de cinéma, qui acceptent de recevoir beaucoup d'invités comme ça. Donc du coup, bah, ils y voient un vrai intérêt de me recevoir, tu vois. Comment t'expliques ce que tu viens de dire que, tu vois, moi je pensais à l'écosystème entrepreneurial, il y a dû avoir un podcast entrepreneur en 2018-2020, aujourd'hui on est saturé. Comment t'expliques que dans le cinéma, les gens n'aient pas forcément pris ce chemin, ou est-ce qu'ils l'ont pris mais que très peu arrivent à percer comme tu l'as fait? Il y en a beaucoup que je vois aussi lancer leurs médias, comme tu le dis, et qui arrêtent par manque de temps, par manque d'argent. Moi, c'est vrai qu'il y a toujours la passion qui m'a animé, donc je le fais toujours. Enfin, tu vois, j'ai jamais arrêté. Faut le faire pour les bonnes raisons. Mais après, accepter aussi peut-être de dire oui beaucoup au début. Moi, pour me faire ma place dans ce milieu, au début, j'ai accepté tout. Pendant des années, j'ai accepté de faire que des acteurs secondaires qui étaient inconnus au bataillon. Hein. C'est ça la réalité. Et tu prenais du plaisir? Et je prenais énormément de plaisir. Ok. Énormément de plaisir. Et puis après, ces attachés de presse, ce sont les mêmes qui gèrent tous les films. Donc, ils m'ont donné de plus en plus d'intérêt. Mais même encore aujourd'hui, je prends un plaisir fou à interviewer des personnes qui sont pas connues.
mais parce que j'ai un coup de cœur pour le film, ou j'ai eu un coup de cœur pour sa prestation dans ce film, et ça me fait trop plaisir qu'il en parle, de le mettre en lumière, tu vois. C'est la même passion, en fait. Je sais, mais je sais pas qui tu peux me dire, mais tu sais déjà combien t'as fait d'interviews? T'as une idée? Franchement, là, on doit se rapprocher des 1000 Ouais, aujourd'hui. on est déjà, ouais, ok. Ouais. Sur ces 1000, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ressortent? Et je m'explique. Il s'est passé un truc dans l'interview qui fait que tu sais que cette personne, demain, tu l'appelles, elle a de l'affection pour toi et elle répondra. Elle sait pas pourquoi, mais elle le fera. Ouais, je pense que cette personne, on l'a en commun d'ailleurs. Ah bon? On l'a eu en commun, en invité. Gad? Ouais. Ah ouais? Gad, parce que, pour raconter un peu l'anecdote avec Gad, chaque année depuis 2017, depuis la création de Média, je le contacte. Ok. Chaque année. Ses agents, c'est pas non à chaque fois. Ses attaches presse qui me refusent. Compréhensible, tu vois, je suis personne, il peut avoir qui il veut, lui, comme média. Un jour, au culot, l'année dernière, je lui envoie un message sur Insta. Je lui dis, Gad en direct. Gad, il me suit pas, hein. Je lui dis, Gad, une interview, on s'en parle. Il me dit, let's go. Il me laisse son numéro. Il me dit, appelle-moi. Je l'appelle. Il m'a dit, oui, j'ai vu que tu avais interviewé pas mal de potes à moi, humoristes. D'où l'intérêt de donner la chance aux jeunes humoristes qui n'étaient pas connus, mais que moi, ça me faisait kiffer de les rencontrer. Lui, il les connaît, Gad. Et il m'a dit, écoute, la semaine prochaine, je fais un show à Lille. Viens. Ouais. Viens voir le show. Et après, on fait l'interview dans la loge. Je book mon train, j'y vais. Hyper spontané, il a rien à promouvoir, le gars. On fait l'interview dans sa loge, ça se passe trop bien. Et il m'envoie un message le lendemain tellement sympa. Il me dit, c'est une de mes meilleures interviews. D'ailleurs, il faudrait qu'on se revoie. N'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Et donc là, tu vois, on prépare un peu des choses ensemble et tout pour un nouveau format. C'est le genre de personne, ils prennent pas pour un journaliste, ils prennent aussi pour un humain, tu vois, pour la personne qui a derrière, et tu crées une relation au-delà, en fait, tu vois. J'allais dire, enfin, c'est fou. Moi, je sais que quand j'ai eu Gad, je me disais, c'est vrai qu'aussi, il regarde pas que les stages. J'ai l'impression qu'il va voir aussi des jeunes comme nous qui ont cette ambition. Et pour l'avoir rencontré, et pour voir tout ce que tu racontes, je trouve que, enfin, il a envie d'être utile pour la prochaine génération. Et ça, je saurais pas l'expliquer. Il y a pas d'argent, pas de, comme une sorte de responsabilité dedans. Maintenant, je rentre un peu dans le name dropping. T'as le 06 de qui le plus connu dans ton répertoire? En vrai, c'est vrai que j'en ai pas mal. J'ai François Civil, DJ Snake. j'ai des gens sympas. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup d'acteurs, même si en vrai, je deal beaucoup avec les attachés de presse. En vrai, on va pas se mentir. C'est eux qui me contactent. Et moi, je cherche pas à être ami avec les stars. En vrai, on est d'accord. C'est pas du tout mon rôle. Donc Bien souvent, sûr. il y a un écart d'âge. Tu mets cette Tu vois. limite? Ouais, je la mets maintenant. Même avec Pierre Lautin? Pas avec Pierre Lautin. Il est compliqué à... Là, Pierre Lautin, pour ceux qui sachent pas, il s'est fait connaître dans les tuches. Et après, je suis tellement content parce qu'il a fait tellement de films et aujourd'hui, il est exceptionnel, il cartonne. Incroyable, ouais. En fanfare, là, on ira, les films de François Ozon et tout, mais tous ces films, ils cartonnent. Là, dans le film de L'étranger, là, avec Benjamin Voisin, non, ça fait trop plaisir. Et c'est ce mec, Pierre Lautin, pareil, je lui envoie un message sur Insta à l'époque, hein. Moi, je fais l'aller-retour Clermont-Paris juste pour lui. On fait l'interview dans un bar miteux au bord de la rue. L'interview est complètement lunaire. Il répond à côté à chaque fois. Il répond à côté. Il arrête l'interview toutes les 2 secondes pour interpeller les gens dans la rue. Tellement drôle. C'est complètement lunaire. Et les gens, enfin, Et tu l'as recroisé plusieurs fois, hein. On est d'accord. Et après, on s'est retrouvés sur les autres films et c'est mon copain. Ouais, c'est ça, j'allais te dire, en gros. Et Là, l'interview, il a pas envie de la faire. Il a juste envie de rigoler avec toi, on a l'impression. C'est assez ouf. Tu parles de ce réseau. Est-ce que ça a été un objectif à un moment? Je t'embête avec le carnet d'adresses, mais je suis sûr et certain que tu les embêtes pas. Au contraire, t'as clairement pas envie de les embêter, sauf quand t'as un vrai projet. On va parler, là tu me parlais de Gad, je sais qu'il y a de nouveaux formats qui sortent. Est-ce qu'il y a un moment, il y a eu cet objectif de te constituer un réseau? Ou est-ce que c'est juste venu par la force des choses? Oui, le réseau, ça a toujours été important. Moi, c'est venu dans un second temps. Premier temps, j'étais impressionné. C'est-à-dire que moi, je fantasmais, on me proposait comme ça d'interviewer des stars, donc j'en profitais. Et puis après, je me suis dit, faudra en faire quelque chose quand même de tout ça, de ce réseau, me faire une petite place dans le milieu pour après potentiellement faire d'autres projets. C'est pour ça que là, j'ai lancé ce podcast, tu vois, des interviews de personnes de l'ombre, tu vois, de l'industrie. Là, avec Hugo Sélignac, avec Dimitri Rassam, tu vois, des gens du milieu qui pèsent, que les gens connaissent pas, mais c'est eux qui tiennent les ficelles du cinéma. Ouais, je crois 2 producteurs. Putain, Hugo Sélignac, je sais plus c'est quoi sa boîte.
C'est quoi Shifumi, ça s'appelle. Shifumi, et l'autre c'est Dimitri Hassam, c'est Chapter. Chapter 2. Ah, C'est t'as ça. raison. Hein. Je l'ai interviewé une fois, c'est pour ça. Ah ouais. Ouais, ça m'a remémoré. Super gars aussi. Rentrons dedans. Avant même que tu me parles des formats, et si tu veux spoiler, comment tu prépares tes interviews et ensuite comment tu prépares des nouveaux formats? Et je m'explique dedans. On va parler d'argent aussi. Mais d'abord, comment tu prépares tes interviews pour apporter ta patte, justement? Ça se passe en plusieurs étapes. Déjà, il faut savoir que pour une interview ciné, tu es obligé d'avoir vu le film avant. Donc, c'est des projections presse qui sont réservées aux journalistes. Ça a l'air très compliqué ta vie, Marco. Mais vas-y, quoi, tu... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que l'attaché de presse, il t'envoie un mail, il te dit voilà, t'as 5 dates, va voir le film. Si tu kiffes, ensuite, on regarde pour faire l'interview avec l'équipe. Donc, tu vois le film. Et si j'aime, je dis ok, on fait l'interview. C'était déjà arrivé de pas aimer? Oui, ça m'est déjà arrivé d'accepter quand même l'interview parce que t'as une grosse tête dedans et que ça me fait kiffer. Dans ce cas, dans l'interview, on parle moins du film. D'accord. Forcément. Et donc, en fait, je prépare des questions par rapport au film parce que t'es quand même là pour faire la promo du film. Mais des questions, forcément, avec un vrai travail d'enquête pour... j'interdis les questions, moi. C'est quoi le pitch du film? C'est quoi ton personnage? T'interdis Je m'interdis tout ce qu'on fait complètement. historiquement de très classique dans le Exactement. milieu. À l'inverse, c'est quoi les questions tu vois, il y a 7 questions, tu sais pas si elles s'y prêtent, mais en tout cas, tu la tourneras différemment parce que tu sais que c'est ce genre de thématique qui va intéresser. On en a parlé, Ouais. c'est un petit peu de l'intime, de l'authenticité, mais tu peux me donner des exemples Grave. sur les dernières interviews? Question que je pose à chaque fois au tout début. Je leur dis, j'ai 22 ans. Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que tu faisais à 22 ans? C'est quoi le but de cette question? C'est qu'eux, ils font appel à des souvenirs souvent d'un âge qui a été hyper transitoire pour eux parce qu'ils sortent du conservatoire. Par exemple, Christian Clavier, je savais qu'à 22 ans, c'est le jour où il faisait les bronzés. Moi, c'est mal Les vu. bronzés à 22 ans? Ouais, il écrivait les bronzés. Mais non! Et en fait, c'est mal vu de dire à l'acteur, alors vas-y, parle-moi des bronzés, là. Non, moi, je le savais. Mais tu veux l'amener d'une Voilà, manière... et à chaque fois, ils sont surpris. Ils disent, ah, mais c'est vrai qu'à 22 ans, je faisais ça. Là, j'ai fait Fabrice Seboué, là, il y a 2 jours. Il me disait, à 22 ans, mais j'étais guide touristique dans une grotte. Et c'est là où, en fait, ça m'a saoulé. J'étais payé au pourboire. Donc, du coup, je racontais que des mythos dans la grotte, que Napoléon avait été enterré ici, etc. Et du coup, les gens, ils kiffaient et j'avais plein de pourboires. Et du coup, c'était le début de ces spectacles, en fait. Et en fait, souvent, 22 ans, c'est un âge où il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je trouve ça intéressant, tu vois. Est-ce qu'il y a une manière égoïste pour toi de t'identifier à eux dans cette question? Ou pas non, mais du tout? souvent, non, plus souvent, ils le prennent mal. Ils se disent, putain, t'as 22 ans, bâtard. tu nous rajeunis pas, Mais là. toi, par rapport à ton process, parce que souvent tu le dis, c'est une période de transition, une sorte de Ouais. déclic. Moi, je le dis, t'es un petit peu plus en avance. Et je pense qu'ils te le disent d'ailleurs. Il y a plein d'interviews où quand tu racontes ton âge, ils sont en mode choqués. Et quand tu leur dis, non, ça fait 7 ans que je fais ça en plus. Il y a rien de... Moi, je te le dis, je te l'ai déjà dit. Toutes les questions que je pose, tout ça, sont totalement... Enfin, c'est de la curiosité personnelle et donc un peu égoïste. Évidemment qu'il y a des réponses, je les connais déjà et je te tends la perche pour inspirer les auditeurs et auditrices, mais une partie de moi dans toutes ces interviews. Est-ce que toi, tu t'y mets dedans pour qu'il y ait cette curiosité qui t'est propre et qui t'est intrinsèque, ou est-ce que à l'inverse, tu te mets toujours à la place du grand public et ça englobe tellement de personnes qui regardent ton média, d'âge T'as et raison. de profils différents? Mais c'est exactement ça. Parfois, je pose des questions que le public se pose. Je demande à Kadmerad s'il va encore faire ses courses au supermarché. Je demande à Raphaël Quenard s'il va encore en boîte de nuit. Je demande à Fianso s'il a perdu la boule à cause de l'argent. Tu vois, je demande à Benjamin Biolay pourquoi il porte toujours des lunettes de soleil. Et à chaque fois, ça mène à des discussions hyper intéressantes, alors que c'est des questions hyper bateau, tu vois. Et qui n'a rien à voir avec le film en théorie. Rien à voir. Ok. Et ça leur sonne des zones de confort, hein, les artistes en mode, ah ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il va plus faire ses courses au supermarché. Bah oui, je peux plus me le permettre de faire 40 000 photos au supermarché. Les gens, ils regardent ce que j'ai aussi dans mon panier. Ils prennent des photos. Quand Raphaël Quenard, il dit qu'il peut plus, il est obligé d'aller en boîte de nuit comme masqué parce que en fait, sinon c'est trop compliqué. On le Et prend en on photo sait de qu'il aime partout. les boîtes de nuit. Non mais tu vois, et ça amène à des questions, des réflexions hyper intéressantes sur la notoriété, sur la célébrité. Et ça peut paraître intrusif, mais en fait non, ça leur sort de leur zone de confort. Et ça leur permet de libérer un peu la parole. J'allais dire, ça les humanise un peu, tu sens? Grave. Tu sens qu'ils ont besoin de ça? Ils ont besoin de ça, et les gens qui regardent, c'est ça qui va leur faire aussi envie d'aller voir un film, plus qu'un mec qui fait juste la promo d'un film. Donc là, t'as ta DA. Tu Ouais. sais comment rentrer dans des interviews.
tu utilises l'IA. Je te lance là-dessus. Non, mais Ouais, je rigole, ouais. mais j'ai adoré ce que tu m'as raconté quand on a un peu préparé ce podcast. Tu peux me raconter, du coup, aujourd'hui, tu as une interview. Comment tu la prépares? Sachant qu'on a totalement oublié de raconter, t'as un slot de quoi? 20 minutes max? Ouais, c'est ça. Et vous êtes à la chaîne, il y a 8 autres médias avec C'est toi. ça. Donc, ressortir la question qui a été posée 7 fois C'est pas avant, possible. mauvais deal, quoi. Ok. Moi, c'est tout ce que. Il y en a, ils sont obligés des médias, je comprends, hein, de poser ces questions pour leur. Ils ont besoin de la séquence de l'acteur qui dit, qui parle du pitch du film. Moi, je veux poser tout sauf ça pour que l'acteur à la fin il dise putain mais c'était un trop bon moment, merci pour les questions. À chaque fois ils le disent, c'était trop sympa, tu vois. Donc, tu le fais aussi pour qu'il passe un bon moment, pas que pour l'audience. Non, parce que je veux qu'ils se rappellent aussi et qu'ils aient une bonne image du média, qu'ils s'abonnent aussi. Enfin, tu vois, et c'est ce qui se passe, donc c'est trop bien. Pour répondre à ta question sur la préparation, je veux aussi dire qu'il y a un travail, beaucoup d'enquête. Hein. J'ai fait une école de journalisme, ça me fait plaisir d'avoir des vraies réflexions, d'enquêter sur le film. Mais sur l'IA, comme tu as dit, je m'en sers de plus en plus avec ChatGPT. Aujourd'hui, je lui envoie le dossier de presse et je lui dis « Donne-moi des idées de questions dans le style d'interview d'Antoine Decaune, de Guillaume Pley, d'Augustin Trapenard, de Mouloud Achour pour ces acteurs, tu vois. » Et à chaque fois, du coup, c'est des styles d'interview hyper différents. Ce qui est marrant, c'est que Mouloud Achour, ChatGPT dit toujours OK, donc je t'envoie des questions hyper chill, hyper relax, un peu comme Mouloud Achour. Augustin Trapenard, le style, c'est en gros profond, Philosophie. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, c'est marrant de savoir. Et Guillaume Pley, c'est quel style? Gameplay, c'est des questions pour le buzz qui vont faire cliquer. Raconte-moi cette anecdote là, c'est hyper intéressant. Parle-moi de c'est ça. Mouloud. Et si je te dis ça, c'est que j'ai vu un message et c'est drôle, tu me parlais de ça. Bon, déjà, spoiler, je l'ai fait pour ma dernière interview. Et ouais, j'ai fait ce que je l'ai pas fait avec toi, mais je l'ai fait pour une interview il y a 2 jours. Ok. Juste par test, essayer de voir. Et bon, il y a des questions intéressantes, d'autres moins, mais je pense que ça a dû m'enrichir, in a way. Je parlais de Mouloud. Il représente quoi pour toi, sachant que c'est assez dingue, je saurais pas comment l'expliquer, mais en tout cas moi qui ai rencontré beaucoup d'autres créateurs qui sont vraiment dans l'idée de poser des questions à pas du B2B quoi, qui posent des questions à des humains, leur rêve c'est Mouloud. Moi c'est ma rêve aussi. C'est ta je rêve veux aussi. comprendre pourquoi toi c'est ta rêve. Qu'est-ce qui t'a attiré dedans? Déjà, moi, tous les soirs, c'était au période du lycée, je pense, avant de dormir, je matais toujours un épisode de Click sur YouTube, une interview de Click. C'était, je crois, un des premiers. Hein. Je sais pas si t'en as d'autres en tête, mais tu sais, à faire des interviews comme ça, hyper décontractées. Je crois que moi, l'interview qui m'a plus choqué, c'est Kendrick Lamar pour la sortie To Pimp a Butterfly. Il fait ça, genre, assis sur des marches en bas d'un immeuble. Et je trouvais ça incroyablement bien. Mais ouais, t'as des rêves d'ailleurs, toi, des interviews qui t'ont marqué de Mouloud? Ouais. Je m'en souviens, moi j'avais vu des interviews de Roger Federer. En fait, c'est des personnes qui acceptent aucune interview et qui acceptent de se livrer à Mouloud parce qu'ils adorent ce ton-là, tu vois. Et je trouve que dans ça, j'ai rarement vu des invités dans des médias dire à un intervieweur « Merci de ta question, c'est incroyable, on me la pose jamais ». Et j'ai l'impression que tu as réussi à retrouver ça, toi, à ton échelle. Je repose un peu ma question, on va disséquer, on va faire 5 minutes sur Mouloud. Dans quoi il est incroyable pour toi? Mais c'est que ça, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette posture de journaliste, mais plus de personnes lambda chill avec qui tu as envie de discuter. C'était le premier. Là, j'ai une image d'interview avec Nekfeu où il faisait en balade dans la rue. Tu vois, c'était un des premiers à faire ça en mode mec chill, tu vois, avec qui tu discutes. Tu vois, il a pas son petit carnet avec ses questions, tu vois. Je pense que c'était un des premiers à déconstruire un petit peu, je sais pas ce que t'en penses, mais ce métier de journaliste. J'allais même rentrer dedans. T'as l'impression que c'est plus du journalisme, mais que toi, en tant que viewer, t'as l'impression que c'est ton pote Mouloud et que tu pourrais être à sa place et poser les mêmes questions. C'est ça. Oui. Mais c'est préparé, hein. Il fait genre que c'est chill, mais t'inquiète, c'est un bosseur hein, derrière. Hein. Mais tu sens qu'il a, je sais pas si tu ressens ça, mais que bon, il est très humble. Il fait aucune. T'as essayé de l'avoir en interview déjà ou pas? Ouais, j'ai essayé, mais il donne pas d'interview. Il aime pas ça. C'est un mec qui il aime trop juste faire son métier de journaliste. Pour autant, je sais pas si tu vois, mais avec sa chaîne, avec ses interviews, t'as pas l'impression que quand il parle, il a une sorte de responsabilité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, l'idée peut-être de rassembler, d'ouvrir l'esprit, de parler de sujets tabous avec de la légèreté, tu sais, en mode... Et ce qui est bien, c'est que les gens, ils savent qu'ils vont être challengés sur certaines questions, mais ils viennent quand même, tu vois, les gros stars, parfois en exclusivité chez lui.
Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que les acteurs, ils savent qu'ils vont pas faire juste de la promo d'un film, on va aller parler du sujet qui font polémique en ce moment, etc. Mais comme Mouloud les amène vraiment de la bonne manière, il met vraiment à l'aise, ça c'est important, du coup les acteurs ils viennent. Donc ça franchement c'est fort ce qu'il a construit. Je te souhaite le même succès. Mouloud, si tu nous regardes. Non, en vrai, sache que t'as donné... Je trouve ça fou, en fait, d'insuffler autant de vocation chez des jeunes. Et je sais pas s'il l'a fait pour ça au départ. Et je suis sûr qu'il en a conscience. Donc, merci Mouloud. On va rentrer dedans. Je sais pas si c'est ton ambition d'avoir ta propre chaîne télé. C'est quoi tes ambitions, Marco? Aujourd'hui, la télé me fait plus rêver. Dit-il alors qu'il part chez C'est à vous tout à l'heure. Bon, il fait la partie digitale de C'est C'est à vous. C'est ça qui est intéressant. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est qu'à C'est à vous, là, par exemple, je m'occupe de comment on essaie de faire des formats pour les réseaux sociaux de C'est à vous, mais pas extrait des replays. Tu vois, on pense des formats pour les réseaux dans le but derrière de les monétiser, de trouver des marques. Tu vois, il y a aussi une partie de monétisation là-dessus. Okay. Pour que, en fait, le digital s'autofinance et devienne une autre source de revenus, tu vois, à part, en fait. Donc, c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant. Ouais, mon objectif, c'est vraiment là de développer de nouveaux concepts. Tu vois, c'est-à-dire que là, on fait les interviews souvent dans les hôtels, c'est des formats assez classiques. Ça m'a permis de me faire tout ce réseau, justement. Et maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Pourquoi ? Pour construire plus cette image de marque de On Time. Tu vois, que ce soit identifié comme une marque forte. Et ensuite, va en découler plus de partenariats marques, plus d'opportunités pour frapper un gros coup. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup de vues. Mais parfois, les gens connaissent pas On Time parce que les contenus passent comme ça, mais ça frappe pas. Alors que si tu fais un concept qui sort du lot, ça marque plus, comme Loris qui fait ses interviews en voiture, ou Hot Ones de Ken Kojandi qui fait manger des piments à ses invités. Loris produit avec Mouloud Achour, by the way. Station service, c'est la même team. Si je rentre dedans, bon, déjà, donne-nous 2-3 idées. Enfin, bon, je suppose que tu peux spoiler, mais c'est quoi se démarquer à ce niveau-là, ouais. Par exemple, là, on lance un format où, en fait, c'est pas juste une interview classique, c'est l'acteur qui vient dans un studio qui s'appelle le studio Harcourt à Paris, qui est un super endroit de cinéma, et vient se faire coiffer par un hair styliste qui est connu sur les réseaux. Donc, en fait, du coup, ça fait que l'invité, il se fait coiffer, en même temps, il y a l'interview dans un super bon lieu, et tout de suite, ça crée ce format concept, tu vois, interview. Et donc, avec de l'intimité, j'ai l'impression. Avec de l'intimité, toujours en gardant du fond. Et ça, c'est important. Je veux pas que ça reste que du divertissement. C'est pas du tout le but. Je trouve que c'est aussi je veux garder du fond. C'est bien important. Et là, tu as aussi lancé un podcast. Et je crois que c'est en tout cas, les personnes qui interviewent, c'est pas ce qu'on voit d'habitude. Raconte ça aussi. Alors là, si pour le coup, c'est vraiment l'objectif, ça va être de faire venir vraiment des invités plutôt connus, des célébrités, mais de les faire sortir de la zone de confort. Et les gens, ça les intéresse aussi de se faire coiffer. Non, mais je te parlais plus du podcast. Du podcast, ouais. De la conversation qui est le seul que j'avais vu avant, c'est toi avec, je pense, ta collègue ou ton employé qui te pose des questions sur un petit peu l'année qui s'est passée. Et là, tu viens de publier avec Hugo Sélignac. Ouais, c'est ça. Et je veux comprendre un petit peu là-dessus. Ouais, c'est quoi aussi l'ADA, l'intérêt? C'est qu'en fait, là, je rentrais dans une phase où je commençais à apprendre moins de choses sur le métier d'acteur. J'ai posé toutes les questions sur les coulisses du métier et j'ai l'impression de manquer un petit peu, tu vois. Je perds un petit peu, du coup, cette curiosité aujourd'hui. D'accord. Ça te drive moins, tu dirais, les interviews classiques dans des hôtels? Ça me drive un peu moins. Okay. C'est pour ça que quand le film porte un message hyper fort, là, je trouve ça super intéressant. Mais sinon, toutes les questions, comme les acteurs, je les ai quasiment tous déjà rencontrés, j'apprends moins. C'est pour ça que je veux développer ces concepts à part avec les célébrités ou interviewer des personnes de l'ombre qui, eux, ont des métiers, des coulisses qui sont trop intéressants, qui tiennent les ficelles, mais dont, en fait, on sait rien. Hugo Sélignac, c'est un mec qui faisait jamais de podcast. Il me suivait sur On Time. J'en ai profité pour lui proposer ce podcast. Et mec, j'ai jamais autant appris en 1 heure de podcast, mais parce que c'est trop intéressant de voir ces mecs de l'ombre. Et là, pour le coup, j'apprends. Et là, je retrouve ce plaisir que j'avais au début de préparer les interviews, de poser des questions qui me passent par la tête. Tu vois. C'est un format plus long? Ouais, là, c'était 1h15. Ok, donc 20 minutes, tu bombardes. En plus, tu as 2 ou 3 invités. Là, c'est du one-one. Là, c'est du one-one. Ok, 4 de nouveaux challenges et tu kiffes. Je veux juste comprendre dedans. Bon, tu veux pas être acteur? Non, je veux pas être acteur. Tu veux être producteur? Pas de film. Tu veux être réalisateur? Même pas. Je te dis, le cinéma, c'est pas un milieu qui m'attire, en fait, de base. Alors, qu'est-ce qui t'attire dans tout ça? Mais en fait, je pense que vraiment, j'aime profondément, je pense, le journalisme.
C'est-à-dire que moi, je viens de là, je suis un mec qui est curieux, qui veut m'intéresser à tous ces métiers, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je serais pas du tout un bon scénariste, un bon réalisateur. Je suis hyper admiratif de tout ce qu'ils font. Et moi, c'est pas quelque chose que je serais capable de faire. En revanche, produire de concepts pour les réseaux sociaux en restant dans mon média, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Hâte de voir la suite. Je reviens juste sur ces formats. Avant, tu pensais j'imagine à ce qui va intéresser ton public, à des vues. Et maintenant, on va parler thunes. C'est un facteur que tu prends aussi, comme tu le fais chez C'est à vous, en te disant ce format pourrait être monétisé. Comment ça se passe? Et d'ailleurs, by the way, est-ce que tu arrives à vivre de ton activité aujourd'hui? Bah, c'est vrai que ça a pris du temps parce que souvent, moi, juste, c'était mon kiff, quoi, de faire mes interviews. Je pensais pas du tout à l'argent. Jusqu'à que là, je vois un petit peu les études passer et je me dis, bon, bah, à la fin des études, je me vois pas, en fait, derrière un bureau, avoir un nouveau taf et arrêter mon média. Il y a aucun monde où ça arrive, ça. Ok. Du coup, je me suis dit, faudrait peut-être que j'accélère la chose. J'ai mon père aussi qui est entrepreneur, qui me met un petit peu du coup la pression dessus, qui commence à me dire, tu devrais trouver des partenariats avec les marques. Il capte que tu crées de la valeur, mais que tu l'as pas transposée Ouais. financièrement, enfin traduite financièrement forcément. Ah ça, il y en a Ok. plein qui me le disent. Et il y en a, ils pensent que j'ai des employés de partout. Bah, moi, je te l'avais dit. Non, Je t'ai dit, comment tu fais des millions de vues et tu gagnes pas autant? Enfin, mais c'est ça. ok. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je fais beaucoup plus de vues que certains médias concurrents. Mais les gens, ils ont des dizaines et des dizaines d'employés et moi, pas du tout. Mais parce que je pense que j'avais pas cette âme entrepreneuriale, tu vois, au début. Et donc, en fait, concrètement, pour expliquer aux gens comment on gagne de l'argent. Mhm. Donc, il y a les plateformes qui rémunèrent. Donc, on a TikTok, on a Facebook Meta aujourd'hui, on a YouTube et même, je suis aussi sur Dailymotion. Tu vois, donc Mais pas Insta. Insta ne paye pas. On fait des vues monstrueuses sur Insta, mais ça paye pas. C'est frustrant de fou, hein. J'imagine. Mais en vrai, tous les entrepreneurs diront, et les créateurs de contenu, qu'Insta, ça sert de vitrine pour les marques. Pour toutes, et même pour les autres plateformes aussi, j'imagine. Enfin, c'est peut-être lié. Insta t'envoie Exactement. vers Facebook. Là-dessus, ça représente quoi du salaire que tu arrives à te verser Bah, pour donner une ordre d'idée concrète, aujourd'hui, TikTok rémunère peut-être 50 centimes tous les 1000 vues. YouTube va rémunérer peut-être 7 euros tous les 1000 vues, mais pour les vidéos longues. Et Facebook, pour être tout à fait transparent, moi je te le dis, hein, j'ai fait ce mois-ci en novembre 17 millions de vues et j'ai gagné un peu moins de 3000 euros avec Facebook. Est-ce que tu peux vivre que de ça? Des vues? Alors aujourd'hui, moi je peux en vivre, mais mon objectif c'est de faire une vraie équipe. C'est d'avoir des journalistes, des cadres, des monteurs, de former une vraie équipe pour devenir un média un peu incontournable en fait. Et donc pour ça passe par les partenariats avec les marques. Et donc là je suis dessus, j'ai commencé à signer mes premiers contrats et je trouve ça trop intéressant de dire comment tu vas travailler avec une marque, comment tu vas l'intégrer dans un contenu, tu vois. Parce que les marques, ça les fait rêver, le cinéma, en vrai, encore. Ça fait rêver tout le monde, ils ont des étoiles dans les yeux. Quand tu Bien leur sûr. proposes d'être associés à des acteurs, à des... par exemple, il y a des banques, d'ailleurs, qui investissent de plus en plus dans le cinéma. Et plein de marques, tu vois, ça les fait rêver. Donc, il y a un vrai marché là-dedans. Et c'est pour ça que je suis en train d'aller les chercher. Alors, bon, je sais pas si tu peux donner des noms, mais au moins expliquer comment tu monétises. C'est-à-dire qu'à la base, tu vas lancer des... En plus, on parle de nouveaux formats. C'est Ouais. pas les formats classiques. C'est quoi 2-3 idées déjà de comment intégrer un sponsor? Et si j'ai bien compris, Grave. c'est intégrer la marque sans dénaturer ton propos et ton interview. Grave. Et je vais être cash, hein. Tu leur vends les 17 millions que tu fais sur YouTube, ou je crois que tu disais YouTube, ouais, c'était ça? Ça, c'était Facebook. Non, 17 Facebook, millions. mais alors que tu vas créer un nouveau format qui peut faire 0 vue, comment tu fais pour les rassurer? Et ben ça, c'est tout ce travail qu'on fait d'image de marque. Tu vois, On Time, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ce ton dont on a parlé, jeune, qui parle de cinéma. Donc, on est quand même sur une cible assez niche, tu vois. Et oui, forcément, on leur promet des vues, mais c'est vrai que ça fait quand même là 2 ans que tous les mois, on fait en moyenne 25 millions de vues. Donc, en fait, il y a quand même ce côté où ça reste un petit peu assez stable. Mais après, il faut leur vendre la célébrité qui vient. L'Oréal, par exemple, il m'avait dit, voilà, on aimerait mettre au Festival de Cannes en avant des femmes réalisatrices. Est-ce que ça te dirait de faire un format d'interview avec ces femmes-là, tu vois, pour qu'ils parlent de leur parcours, des obstacles auxquels elles ont pu faire face. Donc, Là, tu vois, avec une école de cinéma, en fait, c'est un étudiant de l'école qui va venir sur chaque interview. Il va pratiquer, c'est-à-dire qu'il va cadrer sur chaque interview. Donc, ça leur fait une expérience pour ces jeunes, ça leur permet de rencontrer les acteurs.
Et puis moi, du coup, ça me permet d'avoir un contrat, tu vois, annuel. Donc, t'arrives pas en disant, voilà, j'ai ce concept qui veut se plug. Tu vas voir les marques et t'essaies de comprendre leurs besoins en amont, c'est ça? Ouais, et je pense que toi, c'est exactement ce que tu fais, hein. Tu m'avais dit que tu étais dans cette optique de vachement les mettre à l'aise, de leur demander exactement ce qu'ils veulent. Et Mhm. toi, tu t'adaptes, en fait, vraiment. Mais parce que moi, je vais être cash, hein. Moi, je sais pas vendre. Je Ouais, n'aime c'est pas ça. vendre. Ouais. J'ai l'impression de me vendre et que alors que c'est pas moi la valeur, c'est le podcast. Et du coup, quand j'ai plus une thune, là, j'ai vraiment dit, bon, les gars, où est-ce qu'elle est la valeur dans mon podcast? Ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu réfléchir avec eux. Je te pose cette question. Si demain, t'es plus aux interviews, est-ce que On Time perd son âme? Non, je pense pas, et c'est pour ça que je veux développer des concepts où je suis pas l'incarnant. Le Donc, format c'est que pas je t'ai toi qui parlé, interview. c'est Ok. pas moi qui interview. Et d'ailleurs, les interviews qui ont mieux marché sur Runtime, parfois c'est pas moi qui les fais, hein, c'est mes stagiaires que j'avais qui ont fait l'interview à l'iPhone. En fait, c'est le fond qui reste. T'as beau dire ce que tu veux, faire l'interview la plus léchée, que ce soit moi, qui soit maquillé ou quoi, les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est le fond. Qu'est-ce que tu racontes derrière? Les interviews avec les gens les plus connus, j'ai pu faire avec Angelina Jolie, Timothée Chalamet ou quoi. C'est pas des interviews qui marchent le mieux. Parfois, c'est des gens qui sont pas connus du tout. Mais parce que les gens, ils veulent, tu vois, ils veulent apprendre des choses en vrai. Mais la manière de faire dire des choses à des gens qui soient authentiques, qui sortent un peu des sillons dans cet écosystème, concrètement, ça vient de toi, Marco. Moi, je veux savoir, est-ce que tu as réussi à déléguer ça à d'autres personnes? Et je vais aller plus cash dedans. Je crois que tu bosses beaucoup avec des gens qui te ressemblent, qui sont jeunes. Ouais. Est-ce que c'est 10 fois plus simple de leur insuffler un truc alors qu'ils ont beaucoup moins les codes que si tu prenais quelqu'un de mon âge qui a déjà 30 ans, qui bosse depuis peut-être 3-4 ans dans un média très tradi là-dessus? Bah, ça prend un peu de temps peut-être de les former ou qui captent l'ADN de On-Time, qu'on pose tel type de questions. Mais parfois, tu vois, là, j'ai toujours des stagiaires en journée. C'est marrant, parce que parfois des stagiaires qui sont plus âgés que moi. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, ils ont des idées de questions auxquelles j'avais pas pensé. Et en fait, une fois qu'ils ont capté un petit peu l'ADN de On-Time et des questions qu'il faut poser, très facilement, ils arrivent à faire des questions et qui sont super. Tu vois. Comment ils le captent, cet ADN? Comment ils s'approprient On Time et après ils l'améliorent? Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ils captent la base et après ils mettent un peu de leur amènent leur singularité. cerveau. Comment tu fais? Non, mais vraiment, t'as un truc avec les valeurs, des questions types, ou c'est plus de la discussion que vous avez, c'est informel? Mais en fait, c'est qu'ils consomment. Ils consomment les interviews sur les réseaux. Ils voient bien qu'une interview sur Runtime, là, ils ont vu telle question, ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ils ont vu les interviews des autres médias après. Et même moi, hein, je suis le premier, j'ai une liste dans mes notes, idées de questions. J'ai 300 questions qui peuvent aller à tout le monde. Et quand je prépare une interview, je me dis, ok, ah oui, celle-là, ça pourrait être intéressant de lui poser. Ah, celle-là, ça peut bien s'adapter à ce film-là. C'est une banque de questions que t'enrichis au fur et à mesure. Que j'enrichis. Putain, c'est fou. Sous la douche, je me dis, ah ouais, j'ai vu cette interview-là, je la note dans mes notes. C'est quand que t'as tes meilleures idées de questions? Je pense sous la douche. Ouais. C'est un moment où c'est un des seuls moments où je suis tranquille, où je pense à rien sous la douche. Je suis tout le temps occupé, je bouge tout le temps. Et sous la douche, c'est le seul moment où je relâche tout et je peux avoir de nouvelles idées. Tu sens que t'es un créatif? Je suis un créatif, mais je pense que j'ai besoin aussi d'autres gens à discuter. Parfois, mes amis qui sont aucun rapport avec le milieu, hein. Mais du coup, c'est intéressant de comprendre eux ce qu'ils aiment consommer. Tu vois, leurs besoins, ce qui sont complètement extérieurs. Dire, ah, moi, j'aime bien voir ça, j'aime bien quand t'as fait ça. Tu vois, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des cerveaux complètement différents pour t'aider à créer. Et ça, j'ai l'impression, enfin, dis-moi si je me trompe, mais pour créer, t'as besoin de faire un ping-pong versus le créateur qui est solo dans sa bulle. Ah oui, moi j'ai besoin, là, je suis dans une phase où j'ai l'impression que mon cerveau il est saturé partout. On pourra peut-être en parler après, mais. On va en parler maintenant. Ça ressemble à quoi tes journées, mec? C'est pour ça que je veux arriver. C'est flippant. Non, mais raconte-moi et dans tout ce que tu fais là, raconte-moi une journée type, mais elle est où la limite sur trouver les bonnes questions, trouver le temps de réfléchir à des bons concepts, d'itérer là-dessus, etc. versus assumer toutes les interviews sur lesquelles tu t'es déjà engagé et devoir délivrer. Parce qu'on l'a pas dit, en plus, tu fais du montage encore aujourd'hui. Ouais, beaucoup. Parce que le montage, c'est un vrai exercice. C'est pas un montage bête et méchant. Hein. Ouais. Faut avoir les gens, ils disent même parfois, c'est les 3 premières secondes qui comptent. Oui, mais tout le reste aussi. Si les gens ils ratent les 3 secondes et après ils arrêtent, ta vidéo, elle marchera pas. Hein. Pour raconter l'histoire d'une interview qui part de 20 minutes, tu l'as réduit en 2 minutes. Comment tu racontes? Tu vois le truc. C'est presque un job de réal aussi. Il est un en job de prod réal. et en post-prod. C'est pas juste un job de montage. Ouais. C'est pour ça que moi, c'est un vrai travail éditorial aussi. Ça, t'as du mal à déléguer encore? Ouais. Ou t'as pas l'argent pour? Beaucoup. Non, mais en vrai, j'ai du mal à le déléguer beaucoup. Je cherche vraiment le profil qui est journaliste-monteur pour pouvoir avoir ce regard éditorial.
Dans La journée type, tu veux. J'allais dire tu dans veux la que je fasse journée parce que d'un ça, c'est jeune flippant. entrepreneur de 22 ans. Là, c'est flippant en vrai. C'est quelque chose que je pense qu'on fera le point dans un an. Ça sera plus du tout la même chose, j'espère. Là, je suis dans une phase, et ça fait quelques années où je suis passé par le bac, les études, tous les stages, et je mène mon média en parallèle. Pour passer, en ce moment, je me réveille à 9h. De 9h jusqu'à midi, je fais on time, donc les montages, la préparation des interviews. De 12h jusqu'à 20h, je suis à C'est à vous. De 12 à 20 chez C'est à vous? Ouais, bien sûr, 8 heures de travail en fait. Oh, ah ouais, j'avais pas capté que t'étais full time chez C'est à vous. Moi, je Ouais, croyais que tu venais quasiment. 2-3 heures à 17h, Non. quoi. Et Ah, de c'est 20h fou. jusqu'à 2h du matin, je fais mes trucs. Et je Attends, cale mes attends, interviews attends. entre temps. Je l'ai loupé la fin, là. Et de Ouais. 20h jusqu'à quelle heure tu fais? 2h du matin. Et tu fais quoi? Je prépare les interviews, je fais des tournages. Souvent, les tournages, je les fais le matin, du coup. Je fais les montages, je prépare les interviews, je fais toutes les relations avec les marques, je dois gérer les personnes qui travaillent avec moi. Donc, en J'allais fait, dire, et tes équipes, ouais. répondre à tous les mails, etc. Donc, en fait, c'est énormément de travail. J'arrête jamais. Heureusement que je suis passionné de ce que je fais et que quand je rentre chez moi, quand je fais mes trucs pour on time, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Mais heureusement. Parce que c'est chaud. Mais je suis épuisé quand je rentre du travail, hein. Bah, j'allais dire. Enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Je suis sûr que ton papa a dû te le dire en tant qu'entrepreneur, mais à trop tirer sur la corde, parfois il y a un plafond de verre que t'atteins et tout se dégringole. Est-ce que t'as eu peur? Bon, là, tu m'en parles un peu, mais il y a des moments où t'as eu peur, même si tu prenais Ouais. du jus. Même, en fait, tu sens que ça devrait peut-être te faire plaisir. Et là, tu sens que t'es trop dans le jus et que tu vis plus l'instant présent, quoi. Ouais, il y a 2 moments où j'ai flippé. Un moment où le soir, je faisais ma toilette. Je me suis mis de la laque à la place du déo et je me suis mis du dentifrice à la place de ma crème. Et là, quand je me suis vu dans le miroir, je me suis dit, faut vraiment que je me repose là. Là, ça va plus. Et On j'ai- voit bien que ça arrive dans un moment un peu drôle, plutôt que t'écrouler par terre, mais ok. Mais il y en a, c'était pas loin de ça, hein, parce que quand tu fais 3 tournages par jour, mais que tu dois faire tous les montages en même temps, que tu dois préparer les questions, mais que t'as envie de préparer des bonnes questions et que t'as pas le temps, en fait, ton cerveau, il explose. C'était chaud. T'arrives à être fier de toi dans ces moments, tu sais, à prendre du recul et Ouais. te dire c'est quand même fou ce que j'ai fait, ou pas forcément? En fait, parfois, comme tu dis, j'ai du mal à savourer l'instant présent parce qu'une fois que j'ai fini l'interview, directement, ça passe à la suite, le lendemain. Et parfois, on me dit, mais tu te rends compte là, de tout ce que tu as fait? Et même le Marco il y a 2 ans, mais qui harcelait ces personnes pour avoir des interviews. Et parfois, j'ai du mal, c'est vrai, à savourer. Et quand j'ai des moments de pause, je me dis, souvent, c'est après, en fait. Quand je suis dans le métro et que j'ai mes écouteurs, je me dis, mais attends, mais je viens vraiment d'interviewer cette personne-là, là, qui me faisait rêver depuis des années. Parfois, j'ai du mal à savourer, mais directement, on passe à la suite, en fait. Il y a un rêve caché, là je reviens juste sur les interviews, il y a un rêve caché, quelqu'un que tu as gardé, bon on a parlé de Mouloud, mais s'il y a quelqu'un d'autre, Ouais. c'est qui? C'est qui l'interview de rêve pour toi? Pour moi, C'est qui et c'est comment? Dans quel cadre? ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il y a un concept? Est-ce qu'il y a... Ça serait quoi, ouais? Non, mais pour moi, évidemment, on a parlé de Laurent Delahousse, c'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc, quand je le ferai, je pense que la boucle sera bouclée. Et d'un point de vue vraiment huge, mais ça, on est huge. Donc, je rêvais de faire des interviews du cinéma. J'avais dit, dans ma première interview que j'avais fait pour mon journal local, il s'appelle La Montagne, on m'avait interviewé à mes tout débuts. Il disait, je rêverais de faire une interview avec Kev Adams et Leonardo DiCaprio. Kev Adams, ça a été fait. Ouais, mais j'allais dire que c'est deux choses bien différentes et Ça a été plus ou fait moins accessibles, mais ouais. plusieurs fois. Oui, mais pour moi, à l'époque, c'était inaccessible, hein, avec Kev Adams. Et Leonardo DiCaprio. Et je me dis, quand j'aurais fait Leonardo DiCaprio, c'est un peu comme si t'as le mec qui rêve d'interviewer des stars, qui fait ça pour ça, qui rêve de cinéma et qui interviewe le GOAT ultime. Et ensuite, c'est bon. Je pourrais me dire, c'est bon, en fait. Et t'as pas peur de l'interviewer et de se dire, c'est bon, il y a plus rien qui va m'animer derrière? En fait, après, ça sera que du bonus. Mais même aujourd'hui, aujourd'hui, ça reste une passion de rencontrer toutes ces personnes-là. Enfin, je prends un plaisir fou et je me rends compte que ces personnes-là, je les ai vachement désacralisées. Je les prends pas du tout comme des stars, je les prends juste comme des humains, des personnes qui sont comme toi et moi, qui ne demandent qu'à être considérées comme ça. Que tu parles avec eux, tu vois, que tu leur poses des questions que tu te poses. Et c'est de là qu'amènent des discussions hyper intéressantes, tu vois. Je les ai vachement désacralisées, les stars. Et c'est ça qui, je pense qu'ils kiffent, ils ont envie d'être humains. Tu l'as croisé, DiCaprio? À Cannes, une connerie du genre? Ouais, ben je l'ai aperçu, je lui ai jamais dit bonjour, mais je l'ai aperçu sur le tapis, tu vois, avec la caméra. Tu te sens petit encore là, à ce moment-là? Je Je me te sens pas petit. légitime à aller le
Léo. Léo. Mais en plus, Léo, lui, à les événements, il a toujours son masque noir, sa casquette. Il a pas l'air accessible du tout, quoi. Non, mais il y en a plein. Les Américains, en plus, en général, ils sont trop sympas. Ils adorent les. Ah, ok, sous le côté, le masque inaccessible, en Je réalité. sais pas si c'est une image, c'est des très bons acteurs et quand ils font de la promo, mais en général, déjà, ils adorent les Français en général, hein, les étrangers. Hein. Ils adorent les Français et à chaque fois, ils sont hyper généreux dans les questions, les Américains. C'est trop sympa. Souvent, les interviews, c'est hyper timé avec les Américains. Ils ont leurs publicistes, leurs trucs, mais c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Bah, parlons des ricains, 30 secondes. On n'est pas là pour parler forcément de cinéma. Par contre, les ambitions chez les ricains, c'est vraiment sky is the limit. Et même au-dessus du sky, je crois. J'ai compris que tu veux créer un gros média. Je crois que dans ce média, il y a aussi d'autres branches que tu veux créer. Moi, je veux savoir une chose, c'est quoi je vais clairement t'aiguiller, Marco. Le cinéma est de plus en plus cher. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu remarques, tu as aussi pas mal voyagé, je pense, mais les gens vont pas du tout autant en cinéma qu'en France, comme nous, depuis tout petit. Genre à l'étranger, je trouve que c'est beaucoup moins commun. Ouais, c'est et vrai. pour autant, je le sais, je sais pas si Hugo en parlait, mais enfin bref, ça fait quelques années que c'est en déclin. Ouais, de fou. Il a quoi dans sa besace, Marco, pour répondre à ce problème? Non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est bien beau d'avoir un média, mais un média, ça doit rester pour moi une vitrine pour amener autre chose. Il y a plein de business d'ailleurs, des banques, etc., qui ont lancé leur média. Tu vois, cinéma. Une média-led compagnie. Média-led. Ok. Et donc, une fois que tu as ce média, et là, je te parle d'un de ces problèmes, je sais pas, c'est un problème que tu as déjà vu déjà, ou que tu as peut-être envie de servir l'industrie du ciné? Bah, quand je vais dans les salles de cinéma et je vois que il y a que 2 personnes qui sont là pour un film qui est excellent. Parfois, c'est des gros blockbusters. Parfois, c'est des films qui sont excellents, mais que personne va voir parce que je comprends, t'as pas envie de payer 17 balles à Paris pour aller voir un film quand t'es jeune. Donc, je me dis, il y a des choses à faire. Notamment, effectivement, par exemple, faire une plateforme, un peu le Too Good To Go du cinéma, où t'as les cinémas qui mettent en vente des places pour 4 balles, 5 balles, et pour que les jeunes ils viennent voir ces films, que l'argent ne soit plus un problème, tu vois. Comme la fête du cinéma chaque année. Comme la fête du cinéma. Et les cinémas, ils font moins de marge, mais ils font des marges de toute façon. La plus grosse marge, c'est sur les pop-corn qu'ils vendent. Donc, ah ouais? Bah, bien sûr. Ah, c'est fou, ok. Donc, c'est presque une ça, leur plus grosse marge au commodité. cinéma. Ok. C'est là qu'ils font leur marge dans tous les cinémas. Et clairement, tu payes 5 €, t'es plus enclin de prendre, de consommer des pop-corn à côté. Bah, c'est ça. T'es allé où dans cette idée? T'as poussé la réflexion, t'en as parlé à des professionnels, vraiment des financiers, bah justement, tout j'en ça? ai parlé justement à des premiers producteurs, à des cinémas qui disaient c'est vrai que c'est pas bête parce que nous c'est un peu frustrant quand on a 2 personnes qui viennent dans la salle, même si on fait moins de marge, si on a 50 personnes de plus dans la salle, ça nous arrange, tu vois. Et les producteurs, ils disent pareil. Bon bah nous ça nous fera moins de marge sur la place qui est vendue, mais c'est toujours plus parce qu'en fait là si tu veux, il y a que 4 films qui ont dépassé le million d'entrées cette année au cinéma. Le premier c'est Les Tuches 5. En mode c'est compliqué et eux ils demandent qu'à faire des entrées surtout pour les jeunes, donc il y a un vrai problème à régler. Tu te sens capable de le monter, ça? L'idée dont on parle? Et si oui, est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est un horizon un peu plus long-termiste? Et qu'est-ce qui te manque à l'heure actuelle pour le monter demain? Bon, une triple question en une. Mais... Ouais, non mais ça c'est le genre de projet un peu plus à long terme qui sont, c'est-à-dire moi mon projet là c'est vraiment de développer mon média, de le faire de sorte qu'il devienne incontournable et pour développer ensuite ces verticales en parallèle, mais pas tout seul. Je vais être entouré des meilleurs pour le faire. Hein. Ça doit être... moi, pour le coup, c'est vraiment le côté business, un peu entrepreneur qui ressort de qu'est-ce que je vois comme solution à ce problème-là. Moi, ce qui reste ma passion, c'est les interviews. Je suis un mauvais commercial comme toi. C'est pas... Non, je dis pas du tout que t'es mauvais, pas si. du tout. Ah, mais si, dis-le clairement. Je peux le faire et je pense que tu l'as fait, mais je prends pas de plaisir dedans. Exactement, c'est exactement ce que je voulais Ça veut dire. pas dire qu'on est si mauvais. Bah, Pas du tout. Non. Mais moi, oui, je suis d'accord. Ça, ok. Et donc, l'idée, c'est d'abord de t'entourer des bonnes personnes. Par contre, je repose ma question de la légitimité. On s'en serait parlé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, t'étais peut-être encore full dans le média à vouloir apprendre du métier d'acteur et quoi. C'était dans le giron, ça, à un moment, dans l'ambition ou pas du tout? Non, mais en fait, je pense que c'est venu à cause de mon père. Parce que ma mère, à toutes mes interviews, tu parlais dans toutes mes vidéos YouTube, sans exception, ma mère, elle commande toujours « Bravo pour ton interview, mon chouchou. Elle dit « Mon chouchou, mon fils !» Tellement drôle. Moi, mon daron, il commence, il va dire « Bravo, Yacine Scali !» Genre, alors qu'il y a marqué Omar Scali. Mec.
Et moi, en plus, c'est cramé. Elle me dit excellent, le journaliste, mon amour. Non, mais c'est cramé. Alors que le daron à côté, c'est comment? Le daron, c'est bon, je sais même pas si tu regardes toutes mes interviews, je pense pas. Mais en mode, il est vraiment en mode bon, c'est cool tes interviews, mais les marques, ça en est où là, le business model? Et il a raison, parce que sinon, moi, comme je suis juste passionné de ce que je fais, je me pousserais pas tout seul, tu vois, à faire ça. C'est plus un hobby en fait. Et c'est ce qui te fait comprendre. Ouais, c'est ça, il faut aller plus loin. C'est bien que la passion reste, tu vois, mais il faut aller plus loin. Maintenant, il faut faire de l'argent, mais il a raison. Tu te rends compte que là-dessus, tout le monde ne peut pas transformer un hobby en un vrai quelque chose de professionnel. Le hobby, pour moi, c'est une passion, c'est un kiff. Ouais. Mais quand tu mets de l'argent, quand tu te mets à parler avec des marques, quand ça t'est nouveau, tu le vois ça ou pas? Que toi, tu as peut-être cette ambition, mais que tout le monde l'aurait pas dans la même situation. Bah, je pense qu'il faut des gens pour te le pousser. Et en fait, les gens se rendent compte malgré eux que s'ils veulent faire ça à temps plein, mais ils ont pas le choix en fait, les gens. Parce que si tu commences à te dire, bon là, je suis full aujourd'hui, là je suis au travail, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Ah, ce mois-ci ça va être compliqué, et que tu deviens hyper flexible, bah en fait tu deviens pas média. T'arrives pas à te faire une place dans le milieu. Okay. Si tu veux devenir vraiment incontournable, faut t'imposer une rigueur. C'est pas grave, c'est qu'une fois par mois, mais au moins que les gens aient un rendez-vous. Mais du coup, t'es journaliste ou t'es entrepreneur, mec? Aujourd'hui, je me considère journaliste, entrepreneur, mais je crois que c'est de plus en plus le cas. Tu regardes Hugo Décrypte, tu regardes Guillaume Play, ce sont des gens qui gèrent des boîtes, mais qui font ce travail de fond de journaliste. Je pense que tu peux pas séparer les deux. Hein. Ouais, mais tout journaliste n'est pas entrepreneur, et vice-versa, évidemment. Oui. Mais dans ton cadre, ok. Hugo Décrypte disait c'est son seul boss et qu'il n'a pas vocation à vendre. C'est vrai, ouais. T'as pas vocation à vendre on time? J'ai pas vocation à vendre du tout. En revanche, des projets dont on va parler qui vont un peu plus loin que le média pour m'entourer, ça, je suis vachement ouvert. Je suis pas fermé, moi, à faire des levées de fonds si ça peut être hyper intéressant et ça me permet de faire passer un cap, tu vois, complet. Je suis pas fermé non plus à l'idée de faire l'aventure aux États-Unis. Tu vois, de lancer des formats d'interview avec les stars américaines, le petit Frenchie qui fait ses interviews. You speak English? Ah yeah, c'est vite, hein. Il me l'a sorti avec un accent. Le beat, c'était vraiment pas English, quoi. Donc, non, mais écoute, je serais ravi et je crois que, je sais pas si je te l'ai déjà dit, en tout cas, je le dis à plein d'amis. Et je sais que ma mère est vraiment dans l'idée de transmettre. Mais mec, tu as des cours particuliers offerts gratuitement avec ma maman, avec grand plaisir. Et by the way, on part à New York et LA dans 2 semaines. Non, mais si. Donc, et elle est prof d'anglais. Donc voilà. Je vais terminer avec 2-3 mini petites questions. Toute conne. La première, elle est simple. Quand tu as un film à promouvoir, donc dans l'équipe, toi, selon toi, c'est qui la meilleure personne que tu devrais interviewer pour vendre ce film auprès du public? C'est vrai que c'est triste, mais c'est pas le réalisateur. Souvent, c'est les acteurs, les grosses têtes qui vont faire envie. Mais parfois, le réalisateur, c'est un mec qui a travaillé 5 ans sur son film. Donc, c'est le mec qui est le plus apte, en fait, à parler de son film. Et c'est frustrant. Et ouais, donc je dirais maintenant, c'est les acteurs. Sur le web, en tout cas, c'est ce qui va faire le plus envie. Ce qui est presque paradoxal, parce que on s'en parlait en off, mais l'acteur, parfois, il est là sur la moitié du tournage. Ça. Bon, parfois, il y en a vu le film, mais... Parfois, ils font de la promo, mais ils ont le 3e rôle dans le film. Hein. Ils ont fait 2 jours de tournage, les gars. Mais c'est une grosse tête, c'est un mec qui fait vendre. C'est l'industrie qui est comme ça. Bankable, et des gens achètent des tickets pour voir cet acteur, donc c'est normal qu'il soit sur les promos, tu vois. Je voudrais savoir, ça fait 25 millions de vues environ par mois. On va dire, ça fait quoi? Ça fait 12 mois que c'est bien stabilisé, ça? Peut-être un peu moins? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, 1 an, je dirais. Tu vis bien depuis ce moment-là? Ouais. Sauf que t'es pas passé de 10 à 25 millions du jour au lendemain. Est-ce que tu considères que tu aurais dû monétiser et attaquer cette question d'argent plus tôt? Non, du tout. Parce que sinon, je pense que j'aurais perdu cette passion, un petit peu, quelque chose qui m'animait. J'étais déjà complètement dingue d'avoir ces premières interviews d'acteurs. Ah, on me propose tel truc. Moi, c'est vraiment le chose que je préfère, bizarrement, hein, dans tout ce qui se passe, c'est le mail. Quand on me propose une interview. Ou quand on me dit, cette interview a été validée avec tel invité. 10 fois plus que la réalisée ou qu'elle ait fait plein de vues. Ou sur le tournage, même quand je le rencontre. Parce qu'il y a le côté, waouh, ça va arriver là, ça va être réel ce qui va se passer. C'est mon moment préféré du processus, le mail. C'est quand ils te font... En fait, c'est le début de la confiance, ouais, si je comprends bien. Et t'es confiant sur l'idée de délivrer. Pas besoin, on le sait. C'est quoi la chose qui te fait le plus chier au quotidien dans ton job? C'est une bonne question. Je sais pas aujourd'hui, je pense pas que ça me chie. Le montage, c'est vrai que ça peut être un peu répétitif parfois, mais d'un côté, c'est... Aujourd'hui, pas de mentir, c'est que du kiff.
C'est Je vais pas encore te que du mentir. kiff, tout. Je suis très très heureux dans tout ce que je fais. Ce qui est pas facile, non, en revanche, c'est de dire non. Ça, je pourrais d'accepter de dire non à ceux qui te font confiance. Mais t'as pas le choix, je peux pas en accepter autant. Mais tu sais, c'est parfois difficile, ils comprennent pas. Pourquoi tu dis non à ce film qui est génial, mais parce que j'ai beaucoup d'interviews prévues, le film a l'air top, mais on me propose telle interview en parallèle. C'est compliqué de dire non, c'est très compliqué. Dans ce truc de dire non, et on en a parlé récemment avec d'autres entrepreneurs, artistes, qui au début ne perçaient pas à galérer et qui ensuite vont comme toi vers la réussite. Est-ce que tu te sens redevable par moment auprès de cette industrie, de gens qui t'ont fait confiance? Oui, je me sens redevable et c'est pour ça que je continue beaucoup et il n'y a vraiment pas beaucoup de médias qui acceptent de faire des interviews pour des films avec aucun acteur connu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de le faire pour l'histoire de Souleymane, pour 20 dieux, des journées presse où ils étaient en galère en vrai. Avant que ça pète à Complètement avant que ça Cannes? pète, en fait. Du Ok. coup, personne avait de hype pour ces films. Et derrière, ils ont eu la carrière qu'ils méritaient, ils ont fait des millions d'entrées, ils ont eu les Césars et tout. Mais moi, je l'avais senti. Mais parce que c'est des films, tu te dis, c'est pépites, il faut les mettre en avant. Et c'est encore une fois, c'est quoi? C'est le message du film ou c'est les humains dedans où tu te dis, il peut pas faire ce film sans avoir une personnalité hyper intéressante derrière? Mais c'est un mélange des deux. C'est parfois la parfaite synergie entre le bon film, la bonne histoire et un mec, pour 20 dieux, l'actrice qui a reçu le César, elle était dans les champs, elle a fait un BTS agriculture. Et celui de l'histoire Suleiman qui a eu son César du meilleur acteur, il était dans la mécanique, tu vois. Et ils sortent une prestation de fou et ils ont des parcours de dingue. Donc moi, je sense une sensibilité dans tout ce que tu vois et dans tout ce que tu fais. C'est un peu ma dernière question. Clairement, ma dernière question, parce qu'on a un peu croqué le temps. Tu nous as clairement expliqué, le kiff, c'est quand une boîte de RP ou enfin, peu importe, une agence te dit OK. Mais je crois qu'il y a un autre kiff que tu te fais, et il n'est pas pour toi, il est pour les gens qui t'entourent. Et tu nous le dis aussi, parfois tu peux être seul, et j'ai l'impression que dans le kiff, c'est de faire plaisir aux autres. Tu peux me raconter cette histoire? Comment tu fais plaisir à tes potes? Ah non, mais c'est vrai que moi, j'ai plein de potes qui me suivent depuis le début et qui sont en mode, le jour où t'interviews Pierre Ninet ou le jour où t'interviews tel acteur, s'il te plaît, ramène-moi. Et donc, moi, souvent, je ramène mes potes aux interviews. Tu vois, je les fais passer pour des ingénieurs du son, pour des cadreurs ou quoi. Ils viennent, et je les fais kiffer, et eux, c'est les premiers aussi à m'aider sur la préparation des questions. Et il y en a d'ailleurs, ils sont là depuis Cannes, depuis le début, depuis des années. Ils sont là bénévolement à m'aider au cadre. J'embrasse Victor, qui est mon collègue de Cannes, et qui, lui, m'accompagne sur le début avec ses caméras, et ça m'aide vraiment. Tu vois, et donc ça me fait trop plaisir de pouvoir leur rendre un peu l'appareil en les accréditant avec moi au Festival de Cannes. Petite anecdote, Festival de Cannes, première année où j'y vais, j'accrédite 7 personnes pour On Time. On était le média le plus représenté. Tellement drôle. De Cannes. Et sur les On était 7, combien étaient du média réellement, étaient techniquement... On était deux. Ok, et les 5 autres, c'est du kiff. Non, et après, évidemment, ça a changé. Le Festival de Cannes m'a dit, maintenant c'est 4, Marco. Et maintenant, le Festival de Cannes, c'est une période où on sort 20 contenus par jour. Là, c'est vraiment le taf. Mais non, ça me fait trop plaisir de faire participer mes amis à l'aventure. Bah écoute, j'espère qu'ils te le rendent, c'est trop cool. Et c'est ma dernière question un peu putaclic. T'as vu des dingueries dans cet écosystème de la jet set? Et c'est là que le podcast s'arrête, comme ça. Donc t'en as vu des dingueries, mais tu pourras pas. Mais t'as vu des choses que tu ne peux pas raconter. Ah oui, évidemment. Bah, surtout, on parle du Festival de Cannes, c'est là où tout le monde se relâche. Et ils ont vu que t'avais vu, et ils voient qu'il n'y a rien qui sort, donc ils te font confiance. T'es devenu quelqu'un de confiance en interne dans le milieu. C'est exactement ça. De toute façon, la confiance, moi, demain, je sors un truc ou je pose une question qui est complètement inappropriée. Ils auront aucun mal à me blacklister. Hein. J'ai aucun intérêt à le faire. Hein. Tu m'as dit, on va terminer là-dessus. Tu m'avais dit, je suis conscient qu'on peut sauter du jour au lendemain. Ouais. Bah, y en a déjà qui ont sauté d'ailleurs. C'est un moteur pour toi ou c'est une crainte? Non, c'est un moteur. Et de toute façon, c'est pas ma vocation d'être intrusif comme ça. Moi, je continue juste à faire ce que j'aime. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mais c'est je pour fais ça ça que pour les bonnes raisons. En fait. Ouais, mais c'est aussi pour ça que tu dois te réinventer et faire d'autres formats. Grave. C'est aussi ça que je voulais dire. Okay. Non, je veux pas du tout mettre mal à l'aise les gens, les acteurs. Je veux juste qu'ils passent un bon moment, tu vois. Comme toi, là, tu m'as mis super à l'aise pendant le podcast et je vais garder une bonne image de toi. Ce serait dommage que tu m'aies posé une question décalée, tu vois. Ce serait grave dommage, surtout que ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. Ouais. D'ailleurs, je raconte, mais c'est moi qui t'ai contacté à l'époque, je pense que c'était il y a 2 ans.
Et j'étais déjà du coup impressionné de ce que tu faisais, là où moi j'essayais avec ma petite humilité d'aller sur tes plates-bandes, mais pas sur la même industrie. Et après, je t'ai aussi engueulé en te disant, mec, tu fais trop de vues pour pas monétiser. Je suis encore le cas. grave content que tu m'aies donné cette confiance, Marco. Merci d'avoir passé 1 heure avec moi. Tu embrasseras Mohamed Bouafsi. Ouais, avec Tu plaisir. le vois tout à l'heure. Avec plaisir. Mais tu peux lui parler. Et puis Anne-Elisabeth Lemoine, dont ses enfants sont à l'école de ma mère. Voilà. Ah, marrant. Ah, le monde est petit. Le monde est petit. Marco, merci. Est-ce qu'Anne-Elisabeth va chercher ses enfants à l'école? Alors, c'est la vraie histoire, on va aller plus loin. Anne-Elisabeth appelle ma mère en pleurs parce qu'elles sont en train d'aller, je crois, à New York ou à Londres, je sais plus, qu'il y a un problème de visa avec son enfant. Et c'est ma mère qui la rassure au téléphone. Oh, voilà. Adorable. Et donc, c'est une dédicace à ma maman, sans qui je ne ferais sûrement pas ce podcast. Incroyable. Ah bah on termine sur la maman, c'est génial. Ouais, et merde, moi j'aime bien terminer là-dessus, même si je suis grossier, désolé. Mais merde à toutes les personnes qui doutent, qui entreprennent. Peut-être, moi, ce que je retiendrai, c'est... en fait, prenez toujours du plaisir. Je pense que c'est ça le maître mot, et ça amènera à des choses positives. Et abonnez-vous sur OnTime, bien sûr. Et dans la tête d'un CEO aussi. Ouais, j'espère que s'ils écoutent, ils sont abonnés. Ouais, mais abonnez-vous quand même. Allez, merci Marco. Merci Yacine. Bon week-end, à très vite. Ciao, ciao. Salut Yacine. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.